La Banque mondiale s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réduction de la pauvreté. Une nouvelle stratégie de partenariat est en préparation. Premier point, l'identification des principaux défis de développement de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne offre 135 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la lutte contre le virus Ebola. Un virus qui a fait à ce jour 2288 morts sur les 4269 cas détectés. La Côte d'Ivoire est jusque-là épargnée par la fièvre hémorragique. Et puis aux États-Unis d'Amérique, 13 ans après les attentats du 11 septembre, le président Barack Obama se dit prêt à traquer les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. C'est confirmé, Laurent Gbagbo sera bel et bien jugé par la Cour pénale internationale. Ce jeudi, la chambre préliminaire de la CPI a annoncé son opposition à la demande d'interjeter appel déposée par la défense. L'ancien chef d'État est accusé d'avoir ordonné, sollicité, encouragé ou contribué de toute autre manière à commettre des meurtres, viols, actes inhumains et persécutions. La Banque mondiale et le gouvernement ivoirien préparent une nouvelle stratégie de partenariat. La première phase va consister à identifier les principaux défis de développement de la Côte d'Ivoire. La société civile, le secteur privé et les partenaires financiers prennent part aux échanges. Michel Digré. Ces consultations entamées par la Banque mondiale visent à jeter les bases du nouveau cadre de partenariat pays avec la Côte d'Ivoire. Pour y arriver, l'institution financière va identifier les principaux défis de développement du pays. Cette stratégie sera basée sur un diagnostic systématique, donc approfondi, et sans complaisance, fondée sur une analyse rigoureuse et actuelle des problèmes et des possibilités de développement du pays, mais également tirant leçon des forces et faiblesses de nos 50 années de coopération avec la Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, l'initiative de la Banque mondiale permettra à la Côte d'Ivoire d'être un pôle de développement et de croissance si les vrais besoins du pays sont ciblés et traités. Il faut l'amélioration des compétences humaines et le renforcement des capacités technologiques et énergétiques de la Côte d'Ivoire. La sécurité alimentaire à travers notamment le PNIA, le Programme national d'investissement agricole 2012-2016, prenant en compte la stratégie nationale de développement de la filière rizicole. La lutte résolue contre la malnutrition à travers l'adhésion à l'initiative internationale SUN, Scaling Up Nutrition. L'amélioration de la gouvernance par les politiques d'incitation à la transparence, à l'équité, à la culture de l'excellence, ainsi que par la mise en place de la haute autorité en charge donc de la bonne gouvernance. Sur la période 2010-2013, la Banque mondiale a mobilisé plus de 750 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de relance économique. Le pays fait partie des 24 nations pilotes de la nouvelle stratégie de partenariat du groupe de la Banque mondiale. On reste en économie pour parler de cette convention de partenariat mise en place pour financer des projets. L'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi et le Crédit du Nord s'unissent pour lutter contre le chômage et permettre particulièrement aux jeunes de s'insérer dans le tissu professionnel. Mamadou Traoré, Francis Boifo. D'une durée d'1 an, ce partenariat entre l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP et une microfinance vise à lutter contre le chômage. Il permettra aux porteurs de projets de bénéficier de financement pour la création d'activités génératrices de revenus. Il s'agit pour nous d'accueillir tous les demandeurs d'emploi qui ont des projets porteurs, des projets viables, de les accompagner à mieux structurer ces projets et à mettre ces projets à la disposition de la microfinance à l'effet d'obtenir leur financement. Nous mettrons du financement à leur disposition pour servir de garantie. On peut financer des montants allant jusqu'à 10 millions de francs CFA pour des durées de 36 mois, mais on peut toujours faire des exceptions parce qu'on va étudier chaque dossier cas par cas et les taux d'intérêt sont de 12%. Tous les secteurs sont ouverts. Ce qu'on fait déjà, c'est qu'on va étudier le dossier, on va essayer de confirmer bien sûr que le projet sera vraiment porteur de bénéfices. Le gouvernement a l'ambition de créer 1 million d'emplois d'ici à 2015. Il sollicite davantage les microfinances et autres établissements financiers pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Ils sont invités massivement donc à nous rejoindre
dans le dispositif de l'emploi afin que la question de l'emploi des jeunes soit une réalité dans notre pays. Selon les dernières statistiques de l'AGEP, l'on dénombre en Côte d'Ivoire près d'1 million de demandeurs d'emploi. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a offert la somme de 500 millions de francs CFA. Je rappelle que jusqu'ici, aucun cas n'est déclaré en Côte d'Ivoire et pour que cela dure le plus longtemps possible, les autorités encouragent le respect des mesures préventives. L'Union européenne, elle aussi, vient de faire un don. Ce partenaire au développement a remis 135 millions de francs CFA pour appuyer les actions de prévention contre le virus Ebola. Raymonde Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a reçu le don à son cabinet. Salimata Dia, Léon Bro. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida recevant un chèque de 135 millions de nos francs. C'est un appui de l'Union européenne au gouvernement pour passer de la phase préventive à la riposte au virus Ebola. Il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais il est nécessaire d'être prêt. Et le sens de l'intervention européenne aujourd'hui est d'aider la Côte d'Ivoire à être prête, justement, en permettant la mise en place d'un centre d'excellence au CHU de Trècheville. CHU de Trècheville, c'est ici que sera construit le site d'accueil des éventuels malades d'Ebola. Il sera équipé d'ambulances, de véhicules de transport de réactifs et de distribution de médicaments, en plus d'agents formés à la prise en charge de la maladie. Ce sera au total un centre d'isolement aux normes internationales dont la ministre de la Santé salue l'initiative, bien qu'aucun cas d'Ebola n'est à ce jour déclaré en Côte d'Ivoire. Si un cas survenant en Côte d'Ivoire, nous entrons dans la phase active. Et je pense que la Côte d'Ivoire a eu le nez creux, n'est-ce pas, en faisant en sorte que nous passions à un autre stade, que nous nous mettons comme si nous étions dans une situation de présence du virus, et puis faire en sorte que les populations ivoiriennes soient protégées. Ce don de l'Union européenne répond à l'engagement pris par l'institution au début de l'épidémie d'Ebola à aider l'Afrique de l'Ouest à faire face à la maladie. Une maladie qui mobilise également aux côtés du gouvernement ivoirien, selon la ministre de la Santé, l'expertise américaine et française notamment. Et parlant toujours d'Ebola, rendons-nous à Tiapoum. Dans cette localité, les autorités sensibilisent sans cesse les populations. Le reportage est signé à Boussanogo. La sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola se poursuit. Conscientes du danger que représente la maladie, les autorités ivoiriennes multiplient les campagnes de sensibilisation afin de réduire les risques de contraction de la maladie. Ainsi, celles de la localité de Tiapoum dans le département d'Aboisseau, avec à leur tête le préfet Kassoum Koulibaly, ont choisi le jour de marché pour inviter la population à la vigilance et au respect des mesures de prévention. Nous, autorités administratives, nous avons pour mission de véhiculer les mesures prises par le gouvernement, de relayer ces mesures-là auprès de nos populations afin que ce virus-là n'arrive jamais dans notre pays. Au cours de la séance de sensibilisation, les agents de santé ont expliqué aux populations l'origine de la maladie, ses modes de transmission et de manifestation, ainsi que les moyens de prévention. Par ailleurs, elles ont été exhortées au respect des mesures prises par le gouvernement. Dans les hameaux les plus reculés, les populations doivent pouvoir respecter ces mesures pour que le virus n'entre pas dans notre pays. Ces mesures sont simples. Il faut éviter de chasser les gibiers. Il faut éviter de se serrer les mains. Il faut éviter de se faire les accolades. Et il faut surtout se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Si ces mesures sont respectées, on évite la maladie. La sensibilisation s'est achevée par un contrôle dans les restaurants, maquis et bars de la localité de Tiapoum, ainsi que la distribution de récipients. On revient à Abidjan. La commune de Cocody se prépare à rendre hommage au président Alassane Ouattara. L'événement est prévu pour le samedi 13 septembre prochain. Cette journée est dénommée la journée du citoyen de Cocody et c'est un concept du maire de la commune. Le programme de la journée a été présenté à Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On retrouve Léon Bro. Il commente pour vous le reportage d'Awa Sissé.
La première édition de la journée du citoyen de Cocody, c'est ce samedi 13 septembre. À cette occasion, hommage sera rendu au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en faveur de la commune. Construction de l'échangeur de la Riviera 2 et du pont Henri Konan Bédié, réhabilitation du lycée français Jean Mermoz, etc. L'initiateur de cette journée, le conseil municipal de Cocody, conduit par son maire Ngouaka Mathias, est venu porter l'information au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Nous sommes venus ici pour prendre son avis, pour lui dire comment on a commencé à faire le travail et comment ça se passe. Et l'inviter officiellement à cette grande fête d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. Pour marquer son adhésion à la journée du citoyen de Cocody, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis sa présence effective aux côtés de ses initiateurs. Ils sont 21 000 candidats pour seulement 1900 postes budgétaires. C'est le premier concours d'entrée à l'école normale supérieure ENS depuis 2010 et il va se dérouler du 19 au 21 septembre prochain. Les précisions ici de Patricia Omouetia. 21 800 candidats. C'est le nombre de personnes inscrites pour le concours d'entrée à l'école normale supérieure ENS. Au cours du point de presse qu'il a animé, le directeur de l'école, le professeur Sidibé Vali, a fait savoir que depuis 2010, l'ENS n'a pas organisé de concours. Suite à la réunion du 8 septembre dernier organisée par le comité de l'institution, les dates retenues pour les concours d'entrée à l'ENS au titre de l'année 2014 sont connues. Les concours de l'ENS auront lieu les 19, 20 et 21 septembre 2014. Et tout le personnel enseignant de l'ENS, des laboratoires assignés à l'ENS sont réquisitionnés pour la surveillance des concours. Sur 1847 postes budgétaires, il y a 500 places pour les professeurs de lycée, 860 places pour les professeurs de collège et 500 places pour les éducateurs. Un étudiant qui sort de l'ENS, qui va être affecté à Tengrela, qui va être affecté à Dabakala ou qui va être affecté à Bouna, il assume son rôle régalien d'être utile à la société. Parce que les universités et les grandes écoles d'enseignement supérieur ont obligation sociale de former des formateurs pointus pour ne pas que la société tombe dans l'obscurantisme. Depuis 2012, l'école normale supérieure, ENS, s'engage à être un pôle d'excellence sous-régional. Le concours d'entrée donc à l'école normale supérieure va se dérouler du 19 au 21 septembre prochain. Le nouveau bureau de la commission électorale indépendante est connu depuis quelques jours déjà. Juste Ado, la jeunesse unie et solidaire, tous pour Ado, s'est prononcé sur cette actualité politique. On écoute. La réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI, la commission électorale indépendante ne souffre d'aucune entorse à la démocratie. C'est l'avis de la jeunesse unie et solidaire, tous pour Ado, en abrégé Juste Ado. Sur 17 membres que compte la CEI, 12 étaient là, 12 ont délibéré. Le quorum a été largement dépassé. Nous sommes députés ici, là. Quand on dit voilà, on vient voter, tu peux ne pas voter, tu t'abstiens. Tu peux voter contre. Tu peux voter nul. Donc, que des gens d'une commission ne votent pas, ça ne remet pas en cause l'élection qui s'est faite. Surtout que le quorum a été atteint. Toujours selon le président de Juste Ado, les élections se gagnent non pas à la CEI, mais dans les urnes. Pour ceux qui veulent être candidats, d'aller sur le terrain, d'aller sensibiliser les Ivoiriens, d'aller convaincre les Ivoiriens. Nous pensons que le fait que 4 personnes, 5 personnes sont sorties, ça ne remet pas en cause l'élection qui s'est faite. Il y a eu un président de la CEI, c'est fini. On passe à une seconde étape. C'est pourquoi je voudrais saluer effectivement la décision du gouvernement de ne pas remettre en cause le calendrier électoral. Le mouvement Juste Ado invite la classe politique à aller dans le sens de l'apaisement pour éviter à la Côte d'Ivoire des crises post-électorales.
Reportage signé Ben Touré et Léon Brou. Le secteur agricole en première ligne pour le développement des départements de Tabo et de Tomodi. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'implique dans la promotion de l'agriculture dans les zones sud et centre de la Côte d'Ivoire. Il invite les fils et les filles de ces localités à lui emboîter le pas. Marie-Laure Ngoran. Les populations de Kwame-Kro, dans le département de Tabo, invitées à s'impliquer dans le développement de leur canton, le canton Ngban. L'un des fils de ce canton, Simplice Conan, directeur de cabinet du ministre d'État auprès du président de la République, appelle les filles et fils de Kwame-Kro à l'union, à la solidarité et au travail pour le développement de la région. Chers parents, c'est vous qui l'avez dit, un seul arbre ne saurait constituer une forêt. Il faut qu'on puisse former un cordon autour de notre canton. Le peuple Ngban puisse sortir de l'ornière. Kwame-Kro, dans le département de Tabo, est une région à forte potentialité agricole. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, fils de la région, veut promouvoir ce secteur en aidant les jeunes du canton Ngban. La terre ne ment pas, la terre ne trahit pas. Aujourd'hui, de nombreux projets existent qui peuvent transformer des vies dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'agropastoral, dans le secteur du vivrier. Il y a des richesses à créer et nous voulons soutenir tous nos enfants qui vont s'engager dans ce secteur. Pour le développement du canton, les cadres de la région misent aussi sur l'éducation. Les meilleurs élèves ont reçu des kits scolaires. Les travaux de construction de la deuxième école de la localité et une bibliothèque ont été lancés. La rentrée scolaire 2014-2015 s'annonce. Les cadres invitent les populations, notamment les élèves et parents d'élèves, à respecter les mesures de prévention pour éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le lieutenant-colonel Touré Nyem-Kremchin était ce soir sur le plateau du 20h. Il a fait lecture d'un communiqué de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire relatif à l'interdiction des plaques d'immatriculation non réglementaires sur les engins et sur le respect du code de la route. Je vous propose de l'écouter. Communiqué du général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui est relatif au respect du code de la route et à l'interdiction des plaques d'immatriculation non réglementaires. Selon l'Office de sécurité routière, OSER, 94% des accidents de la circulation sont dus à des facteurs humains, notamment la vitesse excessive, les mauvais et dangereux dépassements, le non-respect du code de la route, l'utilisation du téléphone portable au volant, le non-respect des règles de sécurité routière, du port de la ceinture de sécurité, le mauvais état du véhicule et la conduite en état d'ébriété. Les accidents de la route en Côte d'Ivoire, dont le nombre annuel est évalué à 6 000, tuent environ 600 personnes et blessent plus de 13 000 autres. Et les pertes économiques se chiffrent à plus de 6 milliards de nos francs par an. Malheureusement, l'imprudence de certains automobilistes entretient de jour en jour le climat d'insécurité routière qui ne fait qu'endeuiller de nombreuses familles et occasionner des dégâts matériels considérables. À l'occasion de la visite d'État du président de la République dans la région du Ifou, du 14 au 17 septembre prochain, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, recommande aux automobilistes de se conformer au respect scrupuleux du code de la route et des consignes de sécurité routière, tant en agglomération qu'en rase campagne. Le chef d'état-major général des FRC appelle par ailleurs tous les automobilistes sans exclusive à ne plus faire usage des plaques d'immatriculation non réglementaires, c'est-à-dire celles appelées abusivement plaques banalisées. Tout contrevenant à cette disposition s'expose à des sanctions prévues par la loi et verra son véhicule mis en fourrière. Les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont chargés de l'application de ces nouvelles mesures qui rentrent en application dès publication du dit communiqué. Enfin,
Le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, lance un appel aux populations vivant sur tout le territoire ivoirien au respect de ces consignes dans l'intérêt bien compris de tous. Fait à Abidjan le jeudi 11 septembre 2014 pour le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le groupe ivoirien Magic System en concert pour la deuxième fois dans la mythique salle de l'Olympia à Paris. Les 4 magiciens du Zouglou se préparent à faire vibrer le public français, notamment au son de leur nouvel album désigné Tube de l'été en France. Serge Collier. En 2002, dans les premières heures de leur carrière internationale prodigieuse, ils ont apponté avec succès la mythique salle de l'Olympia en France. 12 ans après, les 4 ambassadeurs du Zouglou ivoirien remettent le couvert. Hey, Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Hey, hey, Soudayo, j'ai pas m'inventer. Magic System se produit le samedi 13 septembre prochain à l'Olympia. Asalfo, Tino, Managa et Goudé s'apprêtent une fois de plus à écrire une page dorée d'un parcours musical déjà bien garni. C'est vraiment une fierté pour nous, mais en même temps c'est un nouveau défi que nous nous lançons et on espère qu'on pourra relever ce défi parce que c'est un concert qui va peser beaucoup pour le tournant de notre carrière. À travers ses nombreuses tournées européennes et ses tubes à succès, Magic System a fait l'unanimité autour de sa musique et a mis presque tout le public européen à ses pieds. 15 disques d'or, 3 disques de platine pour ce groupe qui continue de monter les marches du succès et de la consécration. Hors de nos frontières, à présent, Oscar Pistorius n'est pas coupable du meurtre de sa petite amie. C'est le verdict rendu par la juge sud-africaine. Le champion paralympique n'a pas tué intentionnellement Reeva Steenkamp en 2013. Les charges les plus graves étant abandonnées, l'athlète devrait échapper à la perpétuité, mais pas forcément à la prison s'il n'est pas acquitté. La peine de prison éventuelle ne sera prononcée que dans 3 ou 4 semaines, à l'issue d'un autre mini-procès où la défense va plaider des circonstances atténuantes, comme le handicap de Pistorius. Nous nous excusons pour ce problème technique totalement indépendant de notre volonté. Nous partons pour autre chose. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Aux États-Unis, 13 ans après les attentats du 11 septembre, le président américain Barack Obama s'engage plus que jamais dans la lutte contre le terrorisme. Il a annoncé lors d'une adresse à la nation que les États-Unis vont continuer à traquer les djihadistes de l'État islamique en Irak et aussi en Syrie. Autre problème technique, nous allons terminer ce journal par le sport football. La Côte d'Ivoire est candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 et celle de 2021. Le pays va défendre sa candidature le 19 septembre prochain au siège de la CAF au Caire, la capitale égyptienne. Discrétion et persuasion, ce sont les maîtres mots qui animent Lambert Fekesse, président du comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire à la CAN 2019 et 2021. Presque mieux sur la politique de lobbying qui se fait auprès des membres de la CAF, le comité de pilotage a brandi en conférence de presse un dossier complet présentant la Côte d'Ivoire multiforme, terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire, terre d'intégration, qui comporte tous les atouts au plan général. La culture,
le tourisme, les infrastructures, l'accueil, la volonté du gouvernement à s'impliquer totalement dans le projet. Le 19 septembre à 15h15 au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte, Lambert Fekesse et ses collaborateurs iront défendre le dossier ivoirien. Korogo, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké et Abidjan sont les 5 villes retenues par le comité de pilotage pour abriter la compétition. Des choix géostratégiques. Le fait d'avoir un grand stade à Korogo pourrait stimuler des ambitions en matière sportive. Au sud-ouest, le port de San Pedro, qui est un pôle économique important. Vous savez que San Pedro, au plan économique, c'est la 2e région de la Côte d'Ivoire. Donc là aussi, je pense que le choix est judicieux. Après l'oral du 19 septembre au Caire en Égypte, la Côte d'Ivoire, qui a pour rival à cette candidature la Guinée, la Zambie, le Cameroun et l'Algérie, connaîtra son sort le lendemain 20 septembre à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à 23h sur la chaîne qui rassemble. I'm going towards guilty. I'm going towards guilty. Yeah, I'm going towards guilty because he lied sometimes. And then on the contrary, the evidence shows that from the onset, the accused believed that at the time he fired shots into the toilet door, the deceased was in the bedroom while the intruders were in the toilet. Dr. Stipp, an independent witness who was at the accused house minutes after the incident had occurred, stated that the accused looked genuinely distraught as he prayed to God and as he pleaded with him to help save the deceased. There was nothing to gainsay that observation, and this court has not been given any reason to reject it, and we accept it as true and reliable. It follows that the accused erroneous belief